Il n'y a pas plus de racisme en banlieue que dans les campagnes. On dit c'est nous d'abord et les autres après. Et du coup, on s'enferme dans sa communauté. Que ce soit une communauté des Blancs, des Noirs, des Maghrébins, des Tamouls, ce qu'on veut. Et on dit déjà, je vais m'occuper de ma communauté à moi, de ceux qui me ressemblent, avant de m'occuper des autres. Parce qu'il n'y a personne qui fait le lien, la jonction avec. Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Éthique. On a pour habitude de mettre en avant des entrepreneurs, mais pas que. Et aujourd'hui, c'est une première dans le podcast Éthique parce que mon invité, c'est un homme du social, au contact des gens, dans les banlieues, dans les cités, et aujourd'hui homme politique. J'ai le plaisir d'accueillir quelqu'un que je connais depuis longtemps, mais dont finalement je ne connais pas si bien que ça la vie, et je vais en apprendre beaucoup aujourd'hui. Slimane Tirera, candidat à la mairie d'Épinay-sur-Seine, spinacien. Comment ça va, Slimane? Je vais bien, Dulali. Merci de m'inviter. Franchement, ça fait plaisir de te voir et d'être assis dans un très beau décor. J'aime beaucoup. Ça me fait plaisir à moi aussi, d'autant qu'on se connaît depuis plusieurs années, hein. C'est ça. On se croise un peu par hasard dans notre ville, vu qu'on est de la même ville, Épinay. Mais je suis super content de t'avoir aujourd'hui, parce que premièrement, j'ai jamais vraiment eu d'invité dans la politique. Ouais. Et puis, tu sais, le thème du podcast, c'est l'éthique. Donc, c'est la banlieue, la réussite issue de la banlieue. Et puis, on essaie de montrer, c'est très bien les sportifs, les rappeurs, tout ça. Mais on montre aussi les intellectuels, les hommes politiques, ce genre d'autres professions. Présente-toi en 2 mots déjà, puis après, on ira un peu dans le détail. Moi, je suis Slimane Tirera. Je suis originaire du quartier Blumenthal à Épinay-sur-Seine, banlieue ouest, une petite ville sympa, au croisement de Saint-Denis et de Enghien-les-Bains dans le Val d'Oise. Je suis acteur associatif, entrepreneur et militant antiraciste, auteur. Voilà, je fais un certain nombre de choses dans la ville, en Seine-Saint-Denis notamment. Et j'ai été aussi au comité d'organisation des Jeux Olympiques de Paris 2024 pendant 6 ans, Ouais. où on a fait la fête, mais aussi on a fait de l'impact social et sociétal. Sacré parcours, il y a beaucoup de choses à dire. Combien de livres tu as fait? J'ai fait un livre, je l'ai sorti en 2021, c'est La fin des potes, autopsie d'un universaliste, et où j'y raconte l'engagement citoyen, l'engagement antiraciste pour l'égalité. Et je voulais revenir sur mon parcours où j'ai été cadre de 2 organisations SOS Racisme, où j'étais responsable des étudiants d'SOS Racisme, et puis la Maison des Potes, où j'étais le coordinateur d'un réseau de 300 associations dans les quartiers prioritaires de la ville, les quartiers, les banlieues, et aussi dans les zones rurales. Et c'était passionnant, mais comme tout mouvement, il y a des choses qui ne fonctionnent pas. Et j'ai préféré prendre mon point de vue et dire ce qui allait et ce qui allait pas aussi. Et beaucoup se sont reconnus dans le parcours, quelle que soit la cause où on est. Là, moi, c'était l'antiracisme, l'égalité, la fraternité, la liberté. Il y a beaucoup de gens, de militants écologistes, du social, dans l'entrepreneuriat qui se sont reconnus dans mon livre. Et je suis très content que ma maison d'édition, Mindset Édition, m'a suivi dans ce projet. Et je suis sur l'écriture du 2e livre qui va s'appeler Les potes, le moteur de l'engagement, les moteurs de l'engagement, parce que c'est grâce aux potes que je me suis engagé. Il sort quand le deuxième? En fin 2026. D'accord, c'est en cours d'écriture encore. C'est ça, c'est en cours d'écriture, de finalisation. Je veux montrer que 1 plus 1 égale 2. Et sans les gens qui m'ont accompagné, même les disparus, j'aurais pas été là où je suis aujourd'hui. Tu veux rendre des hommages à 2-3 personnes Ouais, je veux rendre hommage à tous mes compagnons d'infortune qui sont tombés. Je ne vais pas les citer, mais il y en a beaucoup. Toutes les personnes qui ont lâché l'affaire parce que l'engagement, c'est dur. Il y a des ruptures familiales, des ruptures amoureuses, des ruptures maritales. Il y a aussi un style de vie qui n'est pas le même que les autres. Donc, je leur rends hommage et c'est pas parce qu'ils ont abandonné qu'ils sont plus militants, mais je peux comprendre le burn-out militant, comme je l'écris dans mon livre, qu'on on peut cesser et revenir plus fort. Et je rends hommage à mes parents, mes frères,
mes compagnons d'armes, femmes ou hommes, qui me soutiennent, qui me supportent surtout, parce qu'en fait, supporter positivement et négativement, parce que l'engagement peut faire qu'on n'est pas trop disponible pour eux, moins voir ses enfants. Je suis parent de jumeaux, ou sa compagne, et où ça peut créer des incidences sur la vie privée. Et je veux leur rendre hommage parce que c'est grâce à eux que je tiens. C'est grâce à eux qui me donnent l'énergie. C'est eux qui ont la parole véritable. Ils disent vraiment les choses. Et parfois, je les écoute, parfois, je les écoute pas, mais on avance. L'hommage est rendu, en tout cas, c'est important. Raconte-moi un peu l'enfance de Slimane. T'es d'origine malienne et un D'origine peu malienne, sénégalaise aussi, ce que tu me disais. c'est ça. Tes premiers souvenirs, c'est quoi? Mes premiers souvenirs, c'est dans le studio de mes parents, à Saint-Denis, parce qu'à la base, je suis né à Saint-Denis, une ville importante pour moi, que j'aime beaucoup aller, je suis souvent là-bas. Et après, on était dans le studio, on était à 3, puis à 4, parce que mon petit frère est arrivé l'année suivante, je suis en 87, mon petit frère c'est en 88. Et puis après, on a dû déménager à Épinay-sur-Seine pour avoir plus grand. Et cette proximité que j'avais avec mes parents, on avait un chat aussi qui venait squatter. Et c'est pour ça que j'ai un amour pour les animaux assez fort. Ceux qui me suivent sur les réseaux, ils voient plein de choses. Euh, Parce que c'était l'utopie. Tout est possible. Et mes parents, ils m'ont toujours insufflé que tout était possible. Tant Ils que tu vas à faisaient quoi, l'école. tes parents, ils faisaient quoi dans la vie? Ma mère, elle était femme au foyer. Elle s'est occupée de nous jusqu'à qu'on soit grand pour nous éviter les choses trappes du destin ou les mauvaises rencontres ou les mauvaises choses. Et mon père, il était employé de restauration. Il a fait ça 40 ans. Et là, il est en retraite. Il avait besoin de se reposer. Et il va bien, hein, je vous rassure. Et on était une famille classique malienne soninké, c'est mon ethnie, de l'ouest, du sud-ouest du Mali, proche de la frontière avec le Sénégal et la Mauritanie, pas très loin. Et j'ai été élevé dans cette culture soninké, malienne, traditionnelle, où j'ai été élevé avec des valeurs qui m'ont rendu ce que je suis. À l'école, c'est comment? Primaire, collège? Primaire, collège, bah, j'étais un bon travailleur, hein. Je travaillais bien, parce que moi, je voulais que mes parents ils soient contents de moi. J'ai bien travaillé. J'étais à l'école publique, j'ai été à Pasteur 2, pour ceux qui connaissent Épinay-sur-Seine. J'ai été au collège Roger Martin Duguerre, dit RMG. Ça s'est bien passé. Après, au lycée, c'était une autre paire de manches. C'est là où j'ai découvert l'engagement. C'est à ce moment-là où j'ai rejoint une association qui s'appelait Politique et lycéens. Et on a fait beaucoup de choses pour les jeunes du lycée, et pas qu'au lycée, en dehors du lycée à Épinay-sur-Seine, Jacques Fédère, pour ceux qui le savent. Et c'est là où je me suis engagé. J'ai été délégué de classe. Je me suis engagé pour ceux qui voulaient être à Sciences Po Paris, avec l'ami Aubaine, l'ami Kevin, Ernst, tous ses amis, tous ses potes. Et on a fait des choses dans le social, dans le sport, dans la culture. On faisait des débats. Et c'est là où cet engagement-là, j'ai arrêté les jeux vidéo à cause de ça. Aussi, j'étais à fond dedans, mais on ne peut pas tout faire. Non. Et c'est là où aussi j'ai eu mon bac au rattrapage. Parce que bon, c'est là T'avais où... fait quoi comme bac, toi? Bac ES économique et social, option économique et sociale. Et c'est là où le niveau scolaire a un peu baissé parce que je me suis reposé sur mes acquis à ne pas faire. Et j'étais beaucoup plus passionné par l'engagement et l'autre que par mes études. Bon, j'ai été sauvé par la patrouille, il y avait un rattrapage, je l'ai eu. Mais c'est au lycée que ça a un peu décliné. Après, j'ai été à l'université Paris 13 Vitaneuse, juste à côté, où j'ai obtenu un Master 2 en droit et sciences politiques dans la conduite et Je l'évaluation voudrais de juste politique revenir publique. avant qu'on continue sur le lycée. Ouais. Pourquoi, à un moment donné, tu décides d'aller dans l'associatif, dans l'engagement, quand tu aurais pu juste faire comme tout le monde, aller en cours et jouer aux jeux vidéo? Ça m'a pris, en fait, ça m'a pris comme ça.
L'engagement, en fait, c'est une amie d'enfance, Sonia, que je dédicace. Sonia, une femme remarquable, qui m'a dit Tiens, je suis secrétaire général de politique et lycéen, je vois que tu es toujours actif, parce que même au collège, j'étais un peu très actif. Et elle voyait que je faisais plein de choses et tout. Et elle me dit Viens, rejoins cet asso, ça va te plaire, toi, tu es engagé, etc. Je lui fais confiance, je lui dis Bah, ok. Elle voulait quitter en fait l'association et que je la remplace. Je l'ai remplacée et ça m'a plu d'être au contact des gens, de faire des choses concrètes, euh, de faire des projets, des micro-projets. Euh, Nous, on n'avait pas de réseau. Mes parents, ils n'avaient pas de réseau pour un stage, pour un emploi, pour quoi que ce soit. C'est là où je me suis dit, c'est là où j'ai vu qu'il y avait une inégalité de traitement entre les uns et les autres. Il y en a qui arrivent à avancer plus vite et d'autres non. Mais je n'avais pas encore verbalisé ça, je n'avais pas encore conscientisé qu'il y en a qui avaient une longueur d'avance et nous, on était sous terre. Et grâce à l'association, c'est ça que j'ai découvert. J'ai découvert de nouvelles personnes, des nouvelles classes sociales, les riches, les pauvres. J'ai connu des réseaux et qui m'ont fait grandir. Et je me suis dit, en fait, c'est pas que l'école, en fait. C'est le réseau, les potes. Et d'avoir des histoires communes avec ces gens-là, de faire des projets concrets, même si ça a l'air de rien, mais ça nous a fait avancer sur beaucoup de choses. Et ma vision du monde, elle s'est élargie. Parce que moi, j'étais en mode très cité-jardin à Blumenthal. C'était Ouais. une cité-jardin où on était très quartier, très entre nous, très, entre guillemets, les mauvaises langues diraient communautaire. On va dire, eux, ils diraient dans le mauvais sens du terme. Pour moi, la communauté, c'est positif. C'est une communauté de citoyens Bien divers. sûr. Et du coup, on a fait des projets et ça m'a plu et j'ai été pris dedans. Chaque année, je faisais des manifestations avec les collègues pour les droits des lycéens. Je me suis pris dans le jeu de manière incroyable et c'était des belles années. Et je regrette pas d'avoir pas eu mon bac dès le premier coup. Je regrette pas. En fait, je me suis dit, ça m'a forgé un caractère, ça m'a forgé un état d'esprit d'entrepreneur social et d'entrepreneur des causes. Et ça, c'est quelque chose, si j'avais pas fait ça, bah, j'aurais été métro, boulot, dodo. Et je pense que c'était pas la vie que je souhaitais. Ouais, donc tu as trouvé la vie que tu voulais. On revient sur la fac, du coup, tu finis diplômé. En droit et sciences politiques. D'accord. Et là, pour le coup, à l'université, en fait, j'ai découvert que j'aimais pas le carcan du lycée, où on nous contrôle. À l'université, c'était libre. On était C'est libre. clair. J'étais libre. On me demandait rien. On n'était pas sur mon dos. On blâmait pas. On nous blâmait pas. Et en fait, la liberté, ça m'a permis de grandir plus vite. Et du coup, bah, j'avais des notes. J'étais bon à l'université. Je me suis rattrapé, en fait. Mhm. Et en fait, ça m'a fait quelque chose, le rattrapage. Vous avez le droit à une seconde chance. Moi, ce que je veux dire aux jeunes, vous avez le droit même une quatrième chance. Vous avez le droit de rater. Vous avez des opportunités incroyables et c'est sous vos yeux. Des fois, on ne le voit pas tout de suite, mais il faut continuer, il ne faut pas lâcher, en fait. Jamais lâcher ses rêves d'enfant. Parce que moi, mon rêve d'enfant, c'était, comme je le mets dans mon livre La fin des potes, c'était de devenir Kofi Annan, le secrétaire général de Ouais, bien sûr. l'ONU. Pour ceux qui ne savent pas, Kofi Annan. Et C'est particulier comme rêve d'enfant. ouais, je voulais pas être footballeur ni artiste. Ça m'intéressait pas. Tu voulais être Kofi Annan. Je voulais être Kofi Annan. Je voyais que c'était le seul noir qui était à l'âge de 2 ans. C'est une voisine qui me l'a rappelé. Qui était le super-héros du monde. Pour moi, c'était ça, l'ONU. Ouais. À 2 ans, je parle. Maintenant, c'est un peu différent. Mais je voulais être Kofi Annan et je voulais pas ressembler à un sportif ou un mec de la culture. Je voulais pas qu'on dise que je suis dans le divertissement ou je suis dans le sport. Et moi, je voulais être dans la durée, dans la durabilité. Avoir des messages qui portent. Après la fac, tu fais quoi? Après la fac, bah, je m'engage avec un député du coin, Bruno Leroux, où je bosse comme assistant parlementaire. C'était le député d'Épinay-sur-Seine, Mhm. Saint-Ouen, l'île Saint-Denis, la plaine Saint-Denis.
où j'étais son assistant parlementaire. Puis après, je bifurque, où je deviens responsable des étudiants d'SOS Racisme, où je m'occupais des facs, ça s'appelait SOS Fac. Et du coup, on faisait des événements antiracistes dans les facs, on aidait les étudiants étrangers, on était vraiment dans la lutte. Et après, mon premier vrai poste, on va dire, en tant que tel, c'était d'être coordinateur de la Maison des Potes, où j'avais en charge 300 associations membres, où on faisait vraiment de la campagne de terrain, on luttait contre les discriminations, au logement, au stage, à l'alternance, à l'emploi, au loisir, à l'accès aux biens et aux services pour les uns et les autres. Et on était assez appréciés parce qu'on avait des associations qui ne s'appelaient pas Maison des Potes, partout en France, qui nous sollicitaient pour des demandes de subventions, on les accompagnait, pour des actions sociales, pour tout ce qui est les relations police-jeunes, pour l'accès à l'éducation, etc. etc. On a fait énormément de choses et c'est toujours des amis. Où que j'aille, je vais à Roubaix, je vais à Strasbourg, je vais à Marseille, je vais à Montpellier, je vais en Bretagne. C'est des amis qui m'ont suivi dans mes aventures professionnelles successives. Ça crée des liens, des projets durables. Il y en a que ça fait 10 ans que je n'avais pas vu, que j'ai revu pendant les Jeux Olympiques. Et on a fait des choses. Donc, comme quoi, l'engagement, quand on fait des choses concrètes pour les gens, on peut se perdre de vue de temps en temps, mais les souvenirs et les projets, ils se réactivent une fois qu'on se voit. Donc, toute ta vie dans la politique ou dans le social, en tout cas, pour utiliser les bons termes, la rémunération suffisante ou tu dois bosser à côté? J'avais une rémunération suffisante, j'étais bien payé pour ce que je faisais. Même et je dédicace Samuel Thomas parce que il a mis les moyens pour faire venir une équipe pour qu'on puisse bosser dans de bonnes conditions, des locaux dignes, tout ce qui faisait qu'on pouvait être bien. Il nous mettait tout à disposition. Samuel Thomas, c'est un gars infatigable de l'égalité. L'injustice, et il a compris que moi aussi, l'injustice, ça me frustre, ça me pousse à faire des actions. Et on a pu faire des choses, des belles choses. Et il continue, lui, il est toujours là-dedans. Et je le dédicace parce que lui, il a fait condamner des vrais racistes, des vrais meurtriers, des vraies entreprises qui discriminent. Et il a fait changer la vie des gens. Il a fait changer des jurisprudences, c'est-à-dire l'ensemble, le corpus des lois, pour que quand quelqu'un d'autre va se défendre, on puisse lui rendre sa dignité humaine. Sacré personnage, ouais, sacré bonhomme. Mm. Raconte-nous un peu les Jeux Olympiques. Comment tu rentres dans le projet et comment tu le vis? Alors, je rentre dans le projet parce que je suis connu en Seine-Saint-Denis. On m'appelait au comité d'organisation Monsieur Seine-Saint-Denis, ou le président de la Seine-Saint-Denis. Rien que ça, ouais. Et c'était marrant. Je rentre grâce à Marie Barsac, qui est la directrice exécutive du pôle Impact et Héritage, que je dédicace chaleureusement, qui a été ministre des Sports et de la Jeunesse et de la Vie associative sous Bayrou. Et une personne vraiment humaine, qui aime l'impact social, qui fait les vraies choses. Et j'ai été pris sur l'engagement citoyen. C'est le lien avec les associations, les entreprises et les territoires. Et c'était d'accompagner toutes ces personnes-là à faire en sorte qu'il y ait une dimension populaire concrète. On avait un fonds de dotation où on finançait soit au niveau local, départemental ou national des projets impactants. Et moi, ce que j'aime bien, c'était qu'on obligeait les clubs à se rapprocher des associations locales et des territoires et à les faire travailler ensemble sur du sport à impact social, environnemental, culturel, sur du sport santé, sur de la citoyenneté, etc. Et c'était très, très concret. Et c'était des financements nouveaux, parce que c'était les sponsors qui nous finançaient, et certaines collectivités, villes, qui finançaient des projets à impact qui durent. L'héritage des Jeux, il perdure. Et on a fait ça pendant 6 ans.
Ah ouais. Et de manière très opérationnelle, la dernière année des Jeux, bah là, j'étais très opérationnel et là, on a délivré les Jeux et ça a été une réussite pour la France, pour l'image de la France. On est pris comme modèle pour d'autres comités d'organisation, Dakar, Los Angeles, Brisbane et autres. Donc, c'était une formidable aventure humaine, déjà. Un tourbillon d'émotions, des athlètes, des artistes, des collègues. On était 4500 à la fin des Jeux. Je compte même pas tout ce qui a rayonné autour, les plus de 100 000 personnes qui ont travaillé peu ou prou pour nous, et puis l'impact économique qu'il y a eu. Et ça m'a fait découvrir une autre France. Et en fait, quand on a un projet, quand on rêve un projet, quand on met tout le monde autour de la table dans des projets ultra complexes, parce que le projet des Jeux, c'était très complexe. Moi, je suis arrivé en 2018. Bah, tu m'étonnes. 2018-2024, j'ai fait 6 ans. Et c'est pas le même rythme. Et à la fin, c'était speed. Et de mettre tout le monde autour avec les différents collègues, différents projets, avec des politiques, des sportifs, etc. D'avoir uni pendant 2 mois des personnes sans qu'il y ait de problème, c'est extraordinaire. Bravo, le challenge il était grand, ça devait pas être facile. Et ça s'est arrêté au moment du démarrage ou même pendant les Jeux, tu avais un rôle à jouer encore. Pendant les Jeux, oui, j'ai été beaucoup en Seine-Saint-Denis. J'ai été sur les parcours du relais de la flamme, olympique et paralympique. J'ai été dans les sites et infrastructures. J'ai été au contact des villes parce qu'il y a eu les fan zones. On a fait énormément de choses et big up à Younes Bourimesh qui était là à mes côtés pendant ces Jeux. Big up à Moussa Camara. Big up à plein de gens. Ils se reconnaîtront. Armel Mambouli, Nadia Adli. Je pourrais vous citer énormément de gens Ouais, qui y a du comptent monde, ouais. dans les quartiers, qui ont œuvré pour que la réussite des Jeux. Belle aventure. On va passer sur des sujets banlieues, chez nous en tout cas. Petite question comme ça. Est-ce qu'il y a plus de racisme en Seine-Saint-Denis ou dans une campagne perdue un peu en France? En fait, il n'y a pas plus de racisme en banlieue que dans les campagnes. C'est la même chose. En fait, le racisme, il s'exprime quand les personnes se sentent injustement dépossédées de leurs droits. Ça veut dire que quand ces personnes, quel que soit, que ce soit en banlieue ou en ruralité, ils se disent ils perdent quelque chose des droits, ils sentent qu'ils sont dépossédés, qu'ils ne sont pas considérés, pas pris en compte. Moi, j'ai créé les structures, c'est parce qu'il y avait un vide de l'État. Il y a un vide des collectivités. Et on a créé ces structures, n'importe quel responsable associatif ou entrepreneur, quand il crée quelque chose, une activité, c'est qu'il y a un manquement. Et c'est pour combler ce vide. Mais il y a des personnes qui n'ont pas la chance, comme moi, de vouloir créer des projets, de mettre en lien avec les gens, de faire des projets, de faire du positif. Et lorsque on se retrouve dos au mur et on se dit j'ai pas le droit à ça, à la CAF, j'ai pas le droit au RSA, j'ai pas le droit à un transport digne, j'ai pas le droit à avoir un emploi qui me va, j'ai pas le droit à avoir une bonne école, j'ai pas le droit d'avoir accès à ceci, cela, ça crée de la frustration. Et il n'y a personne qui nous tend une perche, comme ceux qui apprennent à nager. Moi, je me dis quoi? Je me dis, le plus facile, c'est ce qui m'éloigne. Je me dis, le noir et le maghrébin, eux, ils ont plus de droits. Même si j'en ai jamais rencontré. Et inversement, en banlieue, la police, ça me fait ceci. Les institutions, l'école, elle me dit, il faut que j'aille dans les voies de garage, que je n'ai pas choisi. Quand on est en relation avec l'institution de l'éducation nationale, on parle à moi, on ne parle pas à mes parents. On ne me considère pas. On ne considère même pas mes parents.
Bah, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça crée un ressentiment. Et ce ressentiment, ça s'exprime par le racisme et le rejet. Il y a Et on dit du... c'est nous d'abord, on dit c'est nous d'abord et les autres après. Et du coup, on s'enferme dans sa communauté, que ce soit une communauté des Blancs, des Noirs, des Maghrébins, des Tamouls, ce qu'on veut. Et on dit déjà, je vais m'occuper de ma communauté à moi, de ceux qui me ressemblent, avant de m'occuper des autres. Parce qu'il n'y a personne qui fait le lien, la jonction avec. Bien sûr. Donc c'est ça, et après c'est pour ça que ça crée des affrontements entre communautés et que ça nourrit des votes extrêmes aux élections. Parce que tu te dis priorité à nous, on ne parle pas de ces sujets-là, ils sont tabous. Parce qu'on est maghrébin, ou on est noir, ou on est blanc, ceci, cela. Et les non-dits, et que l'État n'intervienne pas, ne facilite pas les associations et les entreprises, bah, ça permet ce sentiment de déclassement. Tu penses que la situation est meilleure aujourd'hui qu'il y a 20 ans? Non, je pense pas. Je pense que ça a toujours été la même chose. C'est pas pire? C'est pas pire, je pense pas. Moi, je pense pas qu'avant c'était mieux. Je suis pas dans ce discours-là. Je pense que même aujourd'hui, c'est mieux. En fait, on a des outils qu'on n'avait pas à l'époque. Nous, on est la génération 87, on est entre le Minitel et Internet. Mm. Donc, en fait, on a connu les deux. Les générations qui nous suivent, ils n'ont pas connu ce qu'on a connu. Et les générations qui nous précèdent, ils n'ont pas connu ce qu'on a connu. Donc, nous, on est la synthèse de la génération 80 de ces mondes qui ne se comprennent plus. En fait, ils ne se comprennent plus, ils n'arrivent plus à parler le langage. Ils se comprennent plus. Il y a une incompréhension qu'on voit dans les réseaux sociaux, l'utilisation des réseaux sociaux, dans comment on parle, de ce qu'on écoute comme musique, de ce qu'on consomme. Ils ne comprennent plus. Et pour moi, les projets, ça permet de lier ces mondes qui ne se parlent plus. En termes d'urbanisme, d'infrastructure dans les villes, de banlieue, on va pas spécialement parler d'Épinay-sur-Seine, même si on pourrait. Mais je pense que le schéma, ça dépend des villes. Mais tu trouves pas que ça s'est amélioré quand même, le paysage urbain? C'est devenu beau. Grâce aux politiques, j'ai utilisé un acronyme, l'ANRU, l'Agence nationale de renouvellement urbain. On a mis le paquet sur le bâti. On a maintenant des beaux pieds d'immeubles avec des commerces. On a des beaux appartements, soit en location, soit à l'achat. Mais le pouvoir d'achat des gens, il est le même. Voire, pour le coup, ce qui ne s'est pas amélioré, c'est le porte-monnaie des gens. Et là, l'État a une responsabilité, il a failli. Il n'augmente pas le SMIC, il n'augmente pas les minima sociaux comme les RSA ou les petites retraites. Et en fait, on aura beau avoir tout ce qu'on veut, là, que ce soit beau, et c'est bien. Hein. À Épinay, c'est beau et tout ça. Ou dans d'autres villes, c'est beau. Mais il y a toujours des personnes qui ne peuvent pas aller au Franprix d'en bas, qui ne peuvent pas se permettre d'aller en vacances, qui ne peuvent pas se permettre de donner, d'acheter des livres, d'acheter des vêtements, etc. C'est là où nous, on intervient. Quand on est responsable politique, qu'on voit ça, on est élu par eux, on se doit de s'occuper d'eux. Quand on est responsable associatif, on comble un manque et on essaie de trouver des solutions. Quand on est entrepreneur, bon, on gagne notre argent, mais aussi il y a une part sociale et sociétale qu'on doit donner à autrui, ou à l'autre. Et l'intermédiaire que doit être la ville, le département, la région ou l'État, ou les services publics, bah, c'est d'améliorer la vie des gens, le quotidien des gens. Et là, le quotidien des gens, en ce moment, c'est pas trop ça. Moi, j'avais une question, je suis en 87 aussi. On a à peu près grandi dans les mêmes endroits. Mm. On a fait même collège, même lycée. Ouais. En prime. Nos parents, je pense, les tiens comme les miens, ils avaient très peu de moyens. Donc nous, on avait peu de loisirs payants. On mangeait pas dehors, Ouais. très rarement. Cinéma, c'était exceptionnel, c'était très rare. Mais j'ai quand même le sentiment que les jeunes aujourd'hui ont beaucoup plus de loisirs. Alors, c'est quoi ton regard sur nous qui sommes les parents aujourd'hui, voire nos grands frères qui ont aujourd'hui des adolescents? Mm. Globalement, ils s'en sont plutôt bien sortis, Mm. puisqu'ils sont aujourd'hui avec des revenus plus élevés
est capable d'offrir, de donner de l'argent de poche à leurs enfants? Ou est-ce que c'est un leurre et je vois pas bien la situation? Et il y a beaucoup de gens des années 85, 83, 87 qui sont sur la touche, qui galèrent et dont eux, leurs enfants, n'ont pas de quoi s'amuser en fait. Il y a les deux. Il y a nous, on va dire, on est privilégiés. Moi, je suis aîné, donc il fallait que je montre la voie à mes petits frères. Il fallait que je réussisse. C'est-à-dire que, comme j'ai dit, mon parcours au lycée, il était chaotique. J'ai pas redoublé, mais Ça va. je m'en suis sorti. Du coup, ils ont vu ça, mes frères, et du coup, ils m'ont suivi. D'autres n'ont pas eu cette chance-là. Il y en a certains qui ont réussi, d'autres qui n'ont pas réussi. En fait, tout dépend de comment, à la base, et tu as raison de rappeler nos parents, qu'est-ce qui se passait pendant l'enfance. Qu'est-ce qui s'est passé pendant l'enfance? Il y en a qui ont gardé ça en frustration et du coup, ça a nourri une colère et du coup, ça a été négatif pour eux. Et ils sont même en dessous de leurs parents en termes de Mmh. revenus, en termes de qualité de vie. Et d'autres, ils ont vu leurs parents, ils ont trimé et ils se sont sortis de la condition de leurs parents. Et c'est ce que voulaient les parents quand ils viennent ici, quelle que soit l'origine dans laquelle on est. Bien sûr. Eh ben, ils se sont sortis et ils se sont dit, ils sont venus pour quelque chose et on va aller au-delà de leur espérance. Et nous, on a l'avantage d'être ça. Donc, il y a les deux dimensions des personnes qui sont en précarité, que je vois au PMU, que je vois errer dans les villes, et d'autres qui ont réussi. Et il y a deux types de personnes qui ont réussi. Il y a ceux qui disent, je veux plus connaître ça. Ça y est, je veux plus entendre parler de tous ces gens-là qui sont en difficulté. Et tu as nous qui soit valorisons les parcours des réussites pour dire c'est pas trop tard, même à 40 ans, tu peux reprendre tes études, même à 40 ans, tu peux créer une entreprise, même à 40 ans, tu peux créer une association, même tu peux être engagé, on peut t'accompagner, on peut t'aider. Et il y en a d'autres, bon, j'ai réussi moi-même, je suis pas assez fort, je leur en veux même pas, hein. Je suis pas assez fort pour entraîner d'autres personnes. Et voilà, on a ces types de profils. Et moi, j'ai choisi la voie où je veux entraîner des personnes directement ou indirectement vers la réussite. Je suis aussi de cela, j'essaie en tout cas. On n'oublie pas d'où on vient. D'ailleurs, toi comme moi, on habite toujours à Épinay, hein. Toujours, on n'a pas bougé. On n'a pas quitté, voilà. On est sorti peut-être des HLM, mais Ouais, on est toujours au contact de la ville. On aime ça, hein, quelque part. ouais, on est animé par ça. En fait, on est animé par le fait que on peut pas rester sans rien faire. On peut avoir le luxe de se dire on déménage, on va dans des endroits, des contrées plus douces. Mais on a choisi de rester, déjà moi, proche de mes parents. Déjà, ça, c'est la première des Ouais, choses. pareil. Parce qu'ils commencent à prendre de l'âge et il faut s'occuper d'eux. Et on a une culture où il faut s'occuper des aînés. Mm. Deuxièmement, on a eu nos enfants et ils sont dans la ville et du coup, bah, on doit s'occuper d'eux, on doit être des pères responsables. Et trois, pour moi, c'est mon village Épinay. Ça veut dire que ma ville, en tout cas, je la conçois comme étant mon origine première. Ça veut dire que je dis toujours, il me pose la question, t'es originaire d'où, machin? Je dis, moi, je suis d'origine Seine-Saint-Denis. Je suis d'origine spinacienne. Et après, ils disent, mais t'es noir. Et je leur dis, bah, j'ai très peu de liens, entre guillemets, avec mon pays d'origine. C'est-à-dire que j'y vais pas 9 mois sur 12. Donc, c'est événementiel quand je vais au pays. Donc, je peux pas dire que je suis de là-bas, comme eux. Quand je vais là-bas, ils me voient avec un passeport français. Ils me voient pas avec un passeport malien. Donc, et comme je suis respectueux de mes cousins et cousines qui sont là-bas, qui, eux, sont restés là-bas, et ils font des choses là-bas. Moi, je fais des choses, mais ça, c'est privé. Ça, c'est mon jardin secret. Mais
Moi, ce que j'anime, où je suis là tous les jours, c'est en France, c'est en Seine-Saint-Denis et c'est à Épinay. Que là, j'impacte réellement et publiquement. Le reste, ça, c'est autre chose. Ah, c'est très juste ce que tu dis. Euh, Pourquoi? Donc toi, tu vas te présenter à la mairie d'Épinay-sur-Seine. Mm. Rappelle-nous la date de l'élection. Alors, premier tour, c'est le 15 mars et le deuxième tour, le 22 mars. Donc on a le résultat final le 22 mars. C'est ça. Sauf Ça. si il y a une élection dès le premier tour. Donc, c'est le 15 mars, il n'y a pas de deuxième tour. D'accord. Allez voter, hein, tous les jeunes spinaciens. Allez voter. Choisissez bien. Bon, moi, je suis pas ici pour faire de l'influence politique. Je pense que ceux qui me suivent sur les réseaux connaissent un peu mes idées, mes valeurs. Et en tout cas, j'apprécie beaucoup Slimane. Pourquoi tu ferais un bon maire? Et est-ce que tu penses que quand on devient maire, est-ce que tu as des intentions? Mm. Est-ce que tu penses que tu auras le pouvoir? Nous, on voit tout le temps les politiques qui disent plein de choses. Et surtout, plus c'est à des niveaux élevés, plus ils promettent des choses et moins ils font. Est-ce que tu penses que toi, en tant que maire, tu pourras faire ce que tu as envie de faire? Alors déjà, ceux qui me connaissent, dans la vie associative, j'ai toujours fait des projets ou des micro-projets avec les personnes et on a réalisé avec peu de moyens des choses. Donc rien qu'avec des moyens limités, on a pu faire des choses. En tant qu'entrepreneur, pareil, quand je m'associe avec différentes personnes, ça a produit des effets. Après, ça peut avoir des effets limités, comme durables, mais on fait. En étant responsable politique, de manière active, en étant maire, avec une liste de personnes qui sont aussi actives que moi, déjà, on ne va pas quitter la vie sociale, on ne va pas être des politiques professionnels. Moi, ce n'est pas un métier, être maire ou être élu. C'est un engagement qui vient de loin, comme je vous le raconte, depuis mon jeune âge. Et en fait, que je sois maire ou pas, je serai toujours là. Donc déjà, c'est un peu une confirmation officielle par les électeurs de faire encore plus. Après, il y a des moyens. Grâce à l'associatif et grâce à l'entrepreneuriat, je sais que les maires ont des leviers qu'ils utilisent ou qu'ils n'utilisent pas. Mhm. Les maires font des choix politiques. Donc, ils font des choix politiques. Il y a certaines catégories de personnes ou d'âge où ils font plus et d'autres non. Moi, je sais que je veux faire du social. Je veux revivifier cette ville. Que les jeunes puissent avoir leur place, qu'ils puissent créer leur association, qu'ils puissent créer leur entreprise, qu'ils puissent vivre dans leur ville, qu'ils puissent vivre leur vie, qu'ils puissent avoir accès aux loisirs. Comment ça se fait que depuis 2014, on n'a pas de concert avec une tête d'affiche hip-hop ou R&B ou afro? Ça n'existe pas. Hein. Ouais, c'est vrai qu'on a plutôt des Nolwenn Leroy, Je respecte ces artistes ou ces humoristes, mais je me reconnais pas en eux. Et ils ont le droit d'avoir cette programmation. Mais on dirait que c'est pas pour nous. C'est quoi tes 3 priorités pour la ville? Moi, c'est le logement. Clairement, le logement. Déjà, avoir un logement décent. J'ai visité beaucoup d'appartements à Épinay-sur-Seine où il y avait de l'insalubrité, des demandeurs d'ALO, de logement d'urgence, qui n'étaient pas pris en compte par la mairie. Ils pourraient mettre des arrêts sur péril. Ils pourraient faire beaucoup de choses, mais il n'y a pas de maire adjoint au logement depuis 2020. Donc, personne s'occupe d'eux. Mhm. Ils sont livrés à eux-mêmes. Ils ont des enfants. Ils ont des maladies. Ils bossent. Ils payent leur loyer. Il n'y a pas de dette de loyer. Et je me dis, il faut un vrai service public du logement, avec un accueil respectueux de ces personnes, qui ont des souffrances, etc. Il y a l'emploi, la formation et l'entrepreneuriat. C'est-à-dire, ça c'est quelque chose d'important de se dire, dans ta ville elle t'aide à créer ton asso, ton business, et à te former à des métiers, notamment l'IA, le numérique, à changer de posture, etc. Mhm.
il n'y a pas ça à Épinay-sur-Seine. Il y a la santé. Nous, on veut créer une mutuelle municipale, comme dans les autres villes d'à côté, créer un vrai centre de santé. Moi, juste en face de chez moi, il y avait la Croix-Rouge. C'était un centre de santé où on payait 7 euros pour tout revenu. On veut démocratiser l'accès à la santé, avoir des médecins, pas que des dentistes ou des opticiens, mais des médecins, des spécialistes, en les incitant à venir. On peut, grâce à l'Agence régionale de la santé, ce qui n'est pas fait. S'occuper aussi de la solitude à Épinay, c'est la santé mentale, d'aller voir les personnes âgées. Moi, je suis beaucoup dans le soin pas que le soin médical, le soin, parce qu'on a toujours été respectueux de nos aînés ou des personnes les plus fragiles. Ouais. Et l'éducation, c'est le point central de notre projet. C'est-à-dire l'éducation, c'est de faire confiance aux parents d'élèves, de les aider à la parentalité, qu'ils puissent être entendus par les différentes institutions, collèges, lycées et aussi écoles primaires. C'est là où il y a nos enfants à l'école publique. C'est là où tout commence, toutes les inégalités commencent. La réussite éducative, la lutte contre le décrochage scolaire, la lutte contre les RICS. Parce qu'à Épinay, il y a en ce moment un phénomène de RICS et de bagarre au lycée où on a été, à FEDER. Et ça contamine les collégiens aussi. Tu penses qu'il y a plus de violence aujourd'hui qu'à notre époque? Non, il y a toujours eu, ça on a toujours connu. Il y a toujours eu. Hein. Mais avec les réseaux sociaux, ça se multiplie. Il y a des défis, il y a des gens qui ne se connaissent pas, qui se battent. Et en fait, les parents, ils sont désarçonnés. Et en fait, il n'y a pas de solution magique à ça. Il y a juste écouter les parents, écouter les enfants, mettre des canaux en place de discussion, comme les mères de famille le font, notamment à la source à Épinay-sur-Seine. Et ça libère la parole. Il faut libérer la parole. Il faut que les parents et les enfants se parlent avec un intermédiaire, des médiateurs, plus de police de proximité. Nous, on veut que la police municipale soit une police de tranquillité publique. On veut qu'elle puisse faire des actions avec les citoyens de manière tranquille. Qu'on met un cadre, et ça c'est le pouvoir de police du maire. S'il décide d'être répressif, normal que sa police municipale est répressive. Si elle demande que ce soit une police de proximité, c'est normal qu'elle soit plus douce. Mais ça ne veut pas dire il y a la police nationale de toute manière. Mais elle peut jouer un autre rôle. Donc en fait, c'est écouter les parents, écouter les choses, créer des espaces de discussion qui vont permettre de cette accalmie. Et aussi à Épinay, ce qui manque, c'est d'avoir des centres ouverts la nuit. Les jeunes, ils ont quoi à faire à Épinay? Ils ne peuvent pas manger en soirée dans des lieux décents. Il n'y a pas assez d'animateurs, pas assez de médiateurs. Il n'y a pas de lieux. Ils sont obligés d'être dans les halls. Ils sont obligés d'être dans les voitures. Ils sont obligés d'être dans la rue. Ils ne peuvent pas créer des projets comme nous, on a eu la chance d'avoir parce que c'était une autre mairie. Oui, de gauche. Et en fait, c'est ça, les priorités. C'est-à-dire que le maire actuel, ça fait 25 ans qu'il est au pouvoir, il avait d'autres priorités. Sa jeunesse, l'éducation, la culture, le sport, la santé, le logement, c'était pas sa priorité. Parce que le logement, c'est même pas sa priorité, tellement pas sa priorité qu'il n'y a même pas de maire adjoint au logement. Donc, c'est même pas. Et c'était quoi sa priorité pendant ces années? C'est rendre beau la ville. D'accord, l'urbanisme. L'urbanisme, ça, oui, il n'y a pas de problème. On le voit. Il y a 2 avenues à Épinay. Avenue de la Tassini, avenue de la République. Ouais, quand tu passes en voiture, si tu veux que l'extérieur voit quand il passe que c'est beau, ouais, c'est beau. Mais derrière, il y a quoi? Le contenu, il y a quoi? On a l'îlot, le centre commercial qui se vide. Il n'y a rien. C'est vrai que c'est en train de se vider. Tu as des espaces où on peut mettre des assos ou des entrepreneurs. C'est vide. On n'a que des bars PMU, des taxis, phone, des trucs,
des choses qui sont utiles, hein, coiffeurs et tout, mais il n'y a que ça. Où sont les fleuristes? Où sont d'autres types de business? Il n'y a pas. Et où sont les entrepreneurs de la ville, qui habitent la ville, des jeunes de la ville, qui veulent vendre des fruits et légumes, qui veulent vendre du poisson, de la viande? Où est le marché à Épinay? Il n'y en a pas. On est obligé d'aller à Argenteuil, à Saint-Denis, voire Sarcelles. Argenteuil, c'est vrai que c'est à Argenteuil, ouais. Donc où on va? Où sont les espaces où on voit les habitants? On ne les voit pas, les habitants. On dirait ils rentrent chez eux, ils vont aller au taf, ils vont accompagner leurs enfants et on ne les voit plus. C'est une ville passage. Si bien que le bilan du maire, c'est on perd des habitants. Ils vont dans des villes plus attractives, culturellement, sportivement, économiquement, où ils payent moins de taxes foncières aussi, d'ailleurs. Donc, ils font des choix. Ils se disent je préfère que mes enfants ils soient plus animés et qu'on leur fasse confiance et qu'on leur fasse confiance à eux, habitants, que dans une ville qui se meurt. Je voulais parler des jeunes. Est-ce que les jeunes en banlieue, je parle pas que d'Épinay, bah, évidemment, il y en a qui travaillent bien à l'école, qui ont envie. Est-ce qu'il n'y a pas quand même un trop grand nombre qui est défaitiste? Dans le sens, les dés sont pipés, pour nous c'est foutu, on avait déjà à notre époque. Est-ce que... Moi j'ai toujours eu du mal à comprendre. Oui, quand on grandit en HLM, dans des bâtiments parfois pas très jolis, quand dans ta classe, dans ton collège, c'est le boxon, tu as du mal à entendre le prof parler, quand le prof ne s'arrête pas de donner cours pendant des semaines parce qu'il s'est fait frapper ou quoi. Les conditions, elles étaient plus difficiles. Ouais. Ceci dit, on avait accès à l'école quand même, on a pu étudier avec un peu plus de volonté, c'était pas la mort non plus, on a pu avoir des diplômes, etc. Est-ce que c'est entendable, excusable ou justifiable? T'as envie de dire quoi, toi, à ces jeunes qui commencent à faire des conneries, tu vois, à 11 ans, 12 ans? Moi, ce que j'ai envie de leur dire à ces jeunes, c'est qu'il y a toujours des gens qui vont vous tendre la main. Il faut juste voir cette main. Et c'est pas automatique pour des jeunes de cet âge-là. On est un peu immature, on l'a été. Donc il y a des choses qu'on ne voit pas. On n'écoute plus. Au collège, on n'écoute plus trop les parents. On est entre nous, entre potes. On veut vivre la vie, quoi. Du collège, lycée, c'est les pires années dans l'écoute empathique de nos parents ou de nos proches. Et en fait, ce que j'ai envie de leur dire, c'est ne pas oublier que vous avez la chance que l'école soit gratuite, que les médiathèques sont gratuites, que moi, quand je vais au lycée Louis Michel ou à FEDER dernièrement pour donner la confiance et avec d'autres personnes, dédicace à Manela, à Mariama, à d'autres, d'anciens élèves de ces établissements qui viennent délivrer dans ces journées aux élèves de l'espoir, de dire, voilà, Manela, elle est entrepreneur, étudiante en droit. Mariama, elle est entrepreneuse en santé. Moi-même, je suis entrepreneur, acteur associatif. D'autres sont avocats, sont plein de choses. Et on est issus de ces lycées, FEDER et Louise Michel, qui est un lycée professionnel, et on est venu donner de notre temps, une demi-journée ou une journée, pour vous dire, c'est possible. Et on les rebooste. Une fois on va là-bas, les profs nous remercient, nous disent c'est bien, ça leur a redonné confiance, on leur donne des tips, des conseils, on leur dit où il ne faut pas aller, où il faut aller. En fait, ils ont rencontré quelqu'un qui leur parle de salaire, ils aiment beaucoup parler de salaire, ça c'est vrai. Ça les motive. Hein. On leur parle de ce qu'ils veulent faire, de où ils veulent aller, et que l'échec n'est pas indispensable. Et en fait, moi, j'encourage vivement les anciens de ces établissements, dès la primaire, à aller au collège. Les profs sont ultra volontaires pour que des anciens élèves viennent parler de leur parcours. Et rien que ça, même si vous avez touché une ou deux personnes, vous avez gagné. Vous avez gagné parce que c'est 1 + 1 = 2, les potes. C'est pour ça que les potes. C'est ça, les potes. Ouais. Ça veut dire que vous vous croisez même pas dans la ville. Peut-être même vous êtes croisés,
et vous êtes même pas vus. Maintenant, moi, quand je marche dans la ville ou d'autres qui étaient avec moi marchent dans la ville, ils les regardent sur les réseaux sociaux. Ils les regardent dans la ville. Je suis interpellé dans la ville. Ah oui, il est venu dans mon lycée, dans mon collège, ceci, cela. Il est intervenu, on a bien aimé, etc. Et rien que ça, et tu vois leurs parents aussi qui viennent te voir et tout. Et je te dis, ouais, t'as gagné. En fait, t'as gagné ta journée, déjà. T'as gagné ton salaire moral de la journée. Mm. Et tu te dis, les gens, ils ont eu un discours. J'ai des mails de personnes, des collégiens, lycéens. Ils écrivent des mails, hein. Je suis Carrément, étonné ils même. t'écrivent, ouais. Des mails. Ils m'envoient des mails. De En me remerciements. disant, voilà, j'ai besoin d'un stage, d'un alternance. Eh ouais, la main tendue. Et moi, je leur réponds. Sur les réseaux sociaux, ils me parlent. Ils me disent des trucs. Je leur réponds. C'est moi, sur les réseaux sociaux, c'est pas quelqu'un d'autre qui gère mes réseaux sociaux. Donc, du coup, Pas encore. c'est pas une IA. Pas encore. Et pas encore, peut-être à l'avenir. Mais pour l'instant, c'est moi. Et je leur réponds. Et les autres, mes compagnons d'infortune qui sont avec moi, dont j'ai cité le nom, bah, ils feront la même chose. À leur échelle et à leur audience. Et 1 plus 1 égale 2. Donc, moi, c'est plus pas les jeunes que je blâme. Je blâme le système déjà. Bon, ça, c'est... Vous avez compris. Mais je conseille à des gens qui sont assis comme nous, tranquilles, à parler, d'aller voir leurs anciens profs, leurs anciens établissements et d'aller avoir des discours inspirants. Et ce que tu fais aujourd'hui avec ton émission, ça va inspirer d'autres gens à venir. J'espère. Et ça, c'est important ce que tu fais. Parce que c'est de ça qu'a besoin un jeune. Il va tomber sur un Reels de ton émission d'une personne inspirante et il va se dire, putain, il a eu toutes ces difficultés. Il a eu une vie pas facile. Moi, j'ai pas de grands traumatismes dans ma vie. J'ai pas eu... mes parents, ils m'ont jamais violenté ou j'ai pas eu de sévices ou d'autres choses. Tant mieux. Il y en a, ils n'ont pas eu cette chance-là. Il y en a, ils ont fait de la prison. Il y en a qui ont fait ceci. Il y en a qui ont fait cela. Mais ils s'en sont sortis. Donc, aux jeunes de 11 ans, 12 ans, 13 ans qui se dit perdus ou qui se sent perdus, vous inquiétez pas. Il y aura toujours quelqu'un qui vous tendra la main, mais il faut juste avoir les yeux ouverts et être à l'écoute. Parce qu'un jour ou l'autre, ce conseil que cette femme ou cet homme t'a donné va te servir. Et moi aussi, moi aussi, quand j'étais jeune, j'écoutais pas, j'écoutais d'une oreille. Et à un moment donné, il m'est arrivé des choses. Et je me suis rappelé qu'il y a des gens qui sont intervenus dans mon collège et mon lycée qui m'ont dit des trucs. En fait, c'était vrai. Et je ne les avais pas écoutés parce que j'étais pas mature. J'en profite pour remercier les professeurs, surtout chez nous en ZEP, en ZUP, pour le travail qu'ils font, qui n'est pas facile. Certains, on le sent, malheureusement, l'usure, ils n'ont plus l'envie, plus la motive, et ça se ressent. Mais une mention spéciale à ceux qui sont motivés, qui font ça par passion. Et on s'en rappelle en tout cas. Moi, je me rappelle clairement de certains professeurs, dont un en particulier que j'ai eu au collège, un professeur de français que j'ai eu à 2 reprises, qui a eu un vrai impact sur moi, sur des phrases qu'il m'a dit, de l'affection, tu vois, qu'il m'a donné, des encouragements. Et il le faisait pas parce que c'était son métier. Il le faisait sincèrement, en fait. De voir en moi, petit gars de banlieue, d'origine algérienne, de 11 ans, 12 ans, mon petit, tu as un vrai potentiel. Tu as quelque chose, tu vas faire. Si tu as des soucis, des galères, parle-moi. Et ça, c'est des choses que j'oublierai jamais, en fait. Tu vois, j'ai bientôt 40 ans. Et je sais qu'à 60 ans, je me rappellerai encore de lui, de son nom. Et ça, c'est extraordinaire. Et aussi les initiatives d'amener les collégiens, les lycéens dans les sorties. Ça, c'est des choses qui m'ont marqué. La sortie au Louvre, en art plastique, on faisait un travail sur les ponts de Paris. On allait voir les différents ponts, les photographier ou je sais plus. Tu sors de ton monde. C'était nous, quand on allait à Paris à cette époque, c'était waouh, je suis où? C'était exceptionnel. J'avais l'impression de visiter un musée, tu vois, à ciel ouvert.
Et ça, c'est hyper important et j'espère que ça continue, les sorties comme ça, les activités culturelles, Mhm. parce que c'est ce qui t'ouvre au monde. Voilà, je voulais souligner ça. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter, Slimane, pour 2026 La santé, déjà? c'est important. Et la réussite. Parce que moi, en fait, ce que je fais, c'est pas pour moi, en fait. En fait, l'engagement, c'est pas que. C'est vrai que ça part d'un. Moi, j'aime lutter contre les injustices. C'est personnel, c'est ancré, c'est en moi. Et c'est ça qui m'anime. Mais sans l'autre, je suis rien. Peu importe comment il me l'exprime, qu'elle soit en colère, qu'elle soit frustrée, qu'elle soit heureuse, qu'elle soit généreuse, qu'elle soit ce que tu veux. L'interaction humaine va provoquer en moi le désir de me changer moi déjà vis-à-vis de l'autre et de créer des projets. Et moi, ce que je souhaite, c'est continuer à faire ces projets avec beaucoup de gens. Si j'ai la chance de pouvoir être élu, peu importe le statut d'élu, c'est comme tu as très bien dit, il faut qu'on retourne à des hommes et des femmes politiques qui ont des projets, des grands projets à long terme, et plus des gestionnaires. Si tu es gestionnaire, sois chef d'entreprise. Mais même un chef d'entreprise, s'il n'a pas un projet, même pété, mais il a rêvé le projet, même pété, bah, c'est son rêve. Clairement. Ouais. Donc, que ce soit politique, social, ou ce qu'on veut, ou politique, il faut repenser un projet collectif. Et ce projet collectif, il peut se faire dans une entreprise, il peut se faire dans une association, il peut se faire dans une mairie, un département, une région ou la France, comme tu l'as très bien souligné. Quand tu n'as pas de vision, quand tu n'as pas de projet, bah, vis au jour le jour et il n'y a pas de préparation. Et ce que je voulais dire, c'est que ce qu'on peut me souhaiter, c'est que les autres soient contaminés aussi par le désir de faire des choses avec les autres. Et 1 plus 1 égale 2. Et de continuer à être animé de cette flamme de l'engagement pour l'autre. Et que l'autre aussi transmette, et que l'autre transmette, et que l'autre transmette. Et c'est ça qui va faire en sorte que notre ville, nos départements, nos régions, et après nos frères de la Méditerranée, de l'Afrique aussi, puissent être atteints aussi de ça et de faire des projets communs, parce que j'oublie pas l'Afrique, dont Jamais, je suis bien sûr. issu. Et on va être amené aussi à faire des choses avec eux. Il ne faut pas oublier ces racines profondes que j'oublie jamais. Il faut aussi aller là-bas. Pas aller en colon, mais aller en coopération, de égal à égal. C'est important. Moi, j'ai envie de te souhaiter la mairie d'Épinay-sur-Seine, que tu deviennes Merci. maire d'Épinay-sur-Seine parce que c'est ton projet, Mm. celui pour lequel tu travailles aujourd'hui, et surtout pour que tu puisses réaliser tes projets pour la ville, ton engagement, tes luttes, que tu nous as bien expliquées. Merci beaucoup, Slimane, Merci à toi, Djelali. d'avoir été mon invité. Merci à tous de nous avoir écoutés. Si vous aimez le podcast éthique, abonnez-vous à la chaîne et n'hésitez pas à revisionner les épisodes précédents. Il y a eu du beau monde qui est passé sur le podcast. Allez, ciao à tous et restez éthiques surtout.